Voilà, eh bien, nous reprenons ce chapitre 2 et après avoir examiné toutes ces formes de typologie des campagnes françaises, nous allons passer à une manière peut-être un peu plus vivante de les appréhender. Et je vous propose de faire avec vous 6 portraits communaux. C'est une manière de faire qu'utilisent des auteurs comme François de Ravignan, Pierre Roux, et je trouve que c'est une manière finalement de comprendre les campagnes d'aujourd'hui de manière peut-être plus vivante. Alors, nous allons commencer ces portraits communaux en allant voir du côté de la région languedocienne, une petite commune du rural isolé, c'est-à-dire le type par excellence de campagne qui a vieilli. Qu'est-ce que l'on peut en dire de cette commune? D'abord qu'elle a une très faible densité. Bon, on a une population qui est faible et donc une densité, comme l'espace est relativement vaste, de moins de 10 habitants au kilomètre carré. Actuellement, après être remonté très légèrement de 80 à 120 habitants, on a une population qui atteint même pas les 100 habitants. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette commune? Eh bien, nous allons le voir à travers une image. Regardons attentivement et qu'est-ce que l'on y trouve? D'abord qu'il y a un petit peu de relief qui est présent et qui ne permet pas une valorisation agricole de tout l'espace. On y trouve de la vigne, une vigne qui a tout de même progressé en termes qualitatifs avec d'une rentrée dans les vins d'appellation d'origine protégée, bon, ce qu'on pourrait considérer comme non pas des AOC, mais tout au moins des vins de meilleure qualité. Alors, qui ne sont pas, il n'y a pas de cave particulière notable, je crois qu'il n'y en a qu'une en tout et pour tout, et de petites dimensions. Le reste, donc, est vinifié par un négociant un peu plus important et par une coopérative un peu plus éloignée. On y trouve également, regardez le relief tel qu'il est, eh bien, des espaces de garrigues qui sont valorisés à certaines périodes de l'année par des troupeaux ovins. Bon, mais on est typiquement dans une région marquée quand même par un déclin qui a été important au cours de la période. Il y a eu une période où la commune a compté dans l'histoire plus de 250 habitants, bon, on en est loin. Mais qu'est-ce que on pourrait faire un tableau un peu morose de cette commune typique d'un rural isolé? Pas totalement quand même, pas totalement. Parce qu'après les périodes difficiles, c'est le type de commune qui a été touchée par la crise du phylloxéra sur la vigne, eh bien, donc cette crise viticole importante, souvenez-vous que pas très loin, on avait eu aussi toutes ces révoltes qui s'étaient traduites lors d'événements qui datent du début du XXe siècle à Narbonne. Et sans oublier aussi que c'est le type même de commune qui a envoyé beaucoup de jeunes, eh bien, parmi les poilus qui se sont fait massacrer dans les tranchées pendant la guerre de 14-18. Impressionnant d'ailleurs de voir un monument aux morts de communes comme celle-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, peut-être quand même quelques exploitations qui ont envie de perdurer, un jeune qui pourrait s'installer, bon, et autour certainement d'une dominante viticole, peut-être également 2 ou 3 projets, mais pas aboutis encore, autour d'une forme modeste mais intéressante de tourisme rural de type gîte et chambre d'hôte. Quelques retraités, 3 ou 4 couples se sont installés. Donc vous voyez, si on fait le bilan, il n'y a pas énormément de choses. Si j'oubliais, c'est une commune où un couple de jeunes éleveurs a monté un élevage caprin pour la transformation.
Donc, c'est un ménage de néo-ruraux. Il y en a deux autres qui font des migrations alternantes pour aller travailler. Bon, et peut-être qu'on commence à discerner une légère augmentation de population et peut-être aussi à travers le développement d'une installation de deux artisanat essentiellement du bâtiment. Bon, voilà le premier tableau. Donc, une commune, ben, où vous le voyez, c'est difficile, mais ça fait partie des réalités rurales. Alors, voyageons plus au nord et partons pour un deuxième portrait. Deuxième portrait où nous nous rendons en Haute-Auvergne sur ces plateaux assez élevés, de type du Césalier, des coins comme ça, à 1000 mètres d'altitude. Alors, c'est des communes qui, au cours de la grande période de l'exode rural, bien, ont souffert du départ. Il y avait 1000 habitants dans cette commune en 1860, plus que 130 à la fin du XXe siècle, en 99, mais un petit regain puisqu'on est à pas loin de 150 habitants actuellement. Enfin, dernière estimation, celle de 2017, comme vous le savez. Donc il y a eu effectivement un très fort déclin démographique et comme c'est des vastes espaces, donc une faible densité et avec une valorisation de l'espace qui est essentiellement eh bien, liée à l'élevage bovin et à la forêt. Alors, qui dit élevage bovin dit bien sûr des prairies naturelles, et de, de l'élevage lié à la fois aux races locales, l'introduction aussi de quelques Montbéliardes, même si ce n'est pas leur bassin d'origine. Alors, quand on la regarde de près, cette commune, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, que ce sont des systèmes fragiles. Avec un point d'interrogation, on peut se poser la question, oui, dans une certaine mesure, si la tendance actuelle à la diminution de la consommation de viande bovine se poursuit. C'est vrai que dans les préoccupations environnementales aujourd'hui, des préoccupations de santé, etc., on a une moindre consommation. Enfin, pas, la baisse n'est pas énorme, mais enfin qu'il y avait naguère. Le steak frites qui était un peu de manière caricaturale le repas de midi de beaucoup de Français, eh bien c'est quelque chose qui est en train de diminuer. Alors, est-ce qu'à ce titre-là, il s'agit d'un risque? Bon, il ne faut pas le majorer non plus parce qu'en même temps, c'est un type de production de qualité qui bon, ben, sont plutôt prisés des consommateurs à la recherche de produits de meilleure qualité. Il y a aussi, bien qu'on voit se développer. Alors, c'est assez intéressant quand on parle de l'herbe. Vous le voyez, là, on est dans la tache la plus foncée, hein, plateau césarien dans le Cantal. Eh bien, on est avec un pourcentage dans la superficie des exploitations agricoles, un pourcentage de la SAU, eh bien, on n'est pratiquement pas à du 100%, mais presque, hein, presque. Donc là, on voit bien que dans cette région des hauts plateaux d'Auvergne, comme on le voit dans d'autres régions, montagnes ou quelques-unes de l'ouest de la France, ces systèmes qui sont des systèmes herbagés sont liés au futur du marché de la viande, mais aussi quelque peu du lait. Hein. Bon, alors c'est là un petit point qui nous amènera plus tard à réfléchir quand on regardera l'économie des exploitations, c'est le fait eh bien, du futur de la politique agricole commune. Est-ce que, outre les aides à des zones de montagne, il y aura, pour des raisons de politique agricole environnementale, politique agricole commune qui prendrait des traits environnementaux, une sorte de prime à des systèmes herbagés qui sont évidemment très utiles en termes eh bien, d'espaces qui sont où il y a beaucoup moins d'intrants de type bon, beaucoup plus discutables que sont les engrais azotés, etc. Bon, le système herbagé est un système écologiquement porteur d'avenir, bien sûr.
Voilà à peu près. Qu'est-ce que je dirais pour terminer? Eh bien que s'il y a eu des pertes de commerce, on trouve quand même un bâti qui est valorisé, puisque, comme c'est le cas dans des régions de moyenne montagne, on a plus de la moitié des habitations qui sont des résidences secondaires. Quand on parle de secondaire, il faut, là, dans ce coin-là, des choses qui ont été étudiées assez largement par Bernard Kayser, c'est que ce sont des secondaires attachés au pays, parce que ce sont souvent, comme ça a été le cas dans ces régions auvergnates, des gens qui sont partis en ville. Vous savez, l'image d'Épinal du Bougnac qui est allé faire le bistrot à Paris et qui revient. Alors, bon, aujourd'hui, c'est plus ce genre d'activité-là, mais il n'empêche qu'on a, pendant l'été, une population qui est beaucoup plus importante et avec des gens qui ont gardé des liens avec ce type de lieu. Ce pas des étrangers, entre guillemets, même s'il y en a quelques-uns. Allez, on continue nos portraits et nous allons en Bretagne centrale. Alors la Bretagne centrale, on est dans un type de campagne et type de village fort différent de ceux que nous venons d'évoquer jusque-là. Ce sont des cantons, des campagnes qui ont été très, très, très marquées par ce qu'on a appelé le développement agricole. Le développement agricole avec bon, tout son dynamisme, bien sûr, mais aussi ses excès avec, bien sûr, dans les structures d'exploitation, une grande place qui a été faite aux élevages hors sol. Alors, hors sol, porc, bien sûr, mais aussi hors sol, volaille. Une région qui a connu et qui connaît toujours, bien sûr, un réseau très dense de coopératives et d'industries agroalimentaires, et où les exploitations ont un amont, tout ce qui est nécessaire à la production, et un aval, la distribution, qui est fort important. Alors une distribution qui va dans toutes les régions de France, mais aussi bien au-delà. Hein, une grande partie de la production, notamment pour la volaille, qui part parfois assez loin, comme dans les pays du Golfe, par exemple. Alors regardons pour voir ce type de, de pays. Hein. Alors là, vous avez, c'est vraiment typique, la carte de la concentration des ateliers hors sol. Là, on est pour les poulets de chair. Et vous voyez que cette Bretagne, enfin Bretagne, notamment la Bretagne centrale, eh bien, on est à l'évidence dans une région où la production est extrêmement concentrée, et donc avec tout ce qui va avec, c'est en termes d'industrie agroalimentaire. Si on regarde, ben on a là sensiblement la même chose, vous voyez, pour les productions de porc. Bon, et c'est très typique hein, de, la, de, la, de la Bretagne centrale, et avec eh ben, ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la pollution des nappes. Et vous voyez que pour une région comme la Bretagne, c'est la question de qualité des eaux et notamment de savoir si les taux de nitrate rendent l'eau encore potable. Mais il y a d'autres questions qui se passent, puisque c'est une région effectivement à forte tendance touristique. Regardez les questions de prolifération des algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc, pour prendre un exemple. Ben, ça veut dire est-ce que les régions littorales conserveront toute leur attractivité si des telles nuisances venaient à perdurer ou voire à se développer. Donc là, on a des contradictions internes au plan régional à gérer au mieux. Hein. Pas gagné encore. Hein. Alors en termes de population, ben, c'est des régions où il y a effectivement beaucoup d'actifs agricoles, mais d'autres actifs, dans les IA notamment, IA, donc industrie agroalimentaire, et avec donc bon, il y avait aux alentours de 2000 habitants au pic démographique de 1860 que j'ai longuement déjà évoqué. Aujourd'hui, on est autour de 500 habitants, mais pas beaucoup de reprises ces 30 dernières années. C'est-à-dire c'est une population, on pourrait qualifier plutôt de souche, mais pas des zones qui attirent de nouveaux résidents, en quelque sorte. Voilà un petit peu la question. Donc, c'est le type de commune avec une population rurale qui est quand même d'abord une population agricole.
C'est la caractéristique de ces zones. Alors, on va continuer notre série de portraits et on va aller dans une commune de Haute-Savoie. Alors, vous le reconnaissez bien sûr en voyant que, alors c'est pas des tarines, hein, qui est la race notamment la plus répandue pour le fromage de Beaufort. Les espèces que vous voyez là, ce sont des races abondance, mais c'est très proche, hein. Donc un type d'élevage bovin rustique, bien adapté au relief, bien adapté à la pente. Et là, donc, encore des génisses, mais les troupeaux plus importants, finalement, donnent lieu à une production qui est une production laitière et avec une transformation en produits à forte notoriété. Tous les produits qu'on peut faire en Savoie et Haute-Savoie, bon, ça va depuis le plus noble Beaufort, mais en passant par toutes les tomes, les robes le champ, etc. Voire des produits moins connus, comme le bleu de Termignon, des choses comme ça. Bon, alors, dans cette commune de Haute-Savoie, eh bien, elle avait connu une population assez nombreuse, c'est une très vaste commune, jusqu'à 3000 habitants au milieu du 19e siècle, au moment du pic démographique rural, mais elle a retrouvé une population assez nombreuse, puisque quand on regarde la population, on était descendu vers le milieu des années 50 à peu près 1500-1600 habitants, selon les recensements de cette décennie, et on est remonté à 2500 aujourd'hui. Et je parle bien de population résidente recensée sur la commune, car à cette population-là s'adjoint un nombre bien plus important de populations estivales et hivernales, puisque la commune est à la fois une station verte et une station de ski. Alors, c'est une commune, donc si on regarde des critères démographiques, qui est dynamique, il n'y a aucun doute, même si les questions de relief, de pente, constituent un certain nombre de contraintes, etc. Des raisons climatiques qui limitent la période végétative, mais cette contrainte climatique, par exemple pour la période de la fenaison, elle est plus que largement compensée par ce qui, naguère, dans une économie de la vache, était une contrainte et qui devient un atout dans le cadre d'une économie du ski, bien sûr. C'est une commune où il n'y a pas loin de 20 000 lits touristiques, été, hiver. Bon, donc, alors ça c'est intéressant parce que on est dans des types de communes où autour de la pluriactivité, alors la pluriactivité, on peut la considérer de deux manières, à travers des ménages, les uns qui sont plutôt éleveurs, les autres plutôt dans les métiers du tourisme, mais la pluriactivité, elle peut également se réaliser à l'intérieur d'une même famille, d'un même ménage, avec des personnes qui ont une exploitation souvent d'assez petite dimension, avec donc un troupeau de vaches, tarines ou abondance, mais qui l'hiver, par exemple, ont un rôle de perchman ou de moniteur de ski, hein, pour prendre les exemples classiques. Bon, alors là, on n'est pas du tout dans une commune avec une visibilité pour l'avenir qui soit trop compromise. Alors bien sûr, on peut évoquer, l'altitude est quand même assez élevée, la question du réchauffement qui pourrait limiter l'enneigement. Bon, c'est une vraie question, mais sans oublier quand même que c'est une commune, à la différence peut-être des grandes stations de Tarentaise, qui n'a pas misé uniquement sur le ski, hein, et sur l'or blanc. Elle a une politique plus diversifiée et avec une présence à la fois d'habitants de souche et de nouveaux habitants
qui est intéressante parce que du coup, ça devient un bourg vivant avec plein d'activités de service. Alors tous les services classiques de base, de type scolaire, de type médical, bon, tous les principaux services aux habitants depuis l'artisanat et bien d'autres services, la succursale bancaire, etc. Donc sur place, dans des zones où la circulation, notamment l'hiver, peut être parfois un peu difficile, mais on n'a pas besoin de faire des dizaines de kilomètres pour trouver toutes les réponses à ce dont on peut avoir besoin en tant qu'utilisateur ou consommateur. Et puis également, alors je le souligne parce que c'est un type de commune qui a aussi pensé à la dimension de la vie de loisirs à travers la vie culturelle locale. Alors non seulement parce qu'il y a pas mal d'assos qui font des choses assez intéressantes, mais également, eh bien, voilà un endroit où il y a une médiathèque, un atelier musical, une chorale, etc. Bon, ça, c'est des points. Ce qui me frappe, c'est dans pas mal d'endroits, c'est de voir que ce volet de la vie culturelle, alors qu'elle soit locale ou à une échelle plus large, est devenu un élément fort d'attractivité de ces territoires-là. Alors bien sûr, près de chez nous, vous pensez tous à Marciac, hein, voilà, qui était une commune pas très grande, qui a accédé à une notoriété considérable autour du jazz et de la musique, bien sûr. Bon, donc ça veut dire que ça existe et que ça a des retombées économiques fortes, très concrètes. Dans ces régions que je connais davantage, des Alpes et un peu plus au sud, dans les Alpes du Sud, je pense à une petite commune qui est dans la région d'Embrun, 200 habitants tout et pour tout, et qui a une activité culturelle là aussi autour de la musique, un festival d'été qui marche très bien, et bien qu'au fond, c'est en quelque sorte l'idée que localement, on se dote, on s'équipe, et ce n'est pas des choses qui viennent de l'extérieur, d'activités qui rendent le vivre au quotidien à la fois plutôt sympathique et vivant. Et ça, c'est au fond, on ne va pas en faire un portrait idyllique, hein, c'est pas ça, mais tout au moins de réalité communale où on a, par la mobilisation locale, celle d'élus, celle d'assos, compris que le devenir d'une commune rurale, c'était aussi par à la fois la diversification d'activités, l'attractivité de l'espace, sa mise en valeur, mais aussi par en jouant sur tous les registres. Il y a des petits ateliers de mécanique qui travaillent en sous-traitance pour le décolletage de la vallée de l'Arve, par exemple, là, dans ce coin-là. Bon, ben, activité agricole, activité d'élevage, petite activité industrielle et un gros secteur d'activité tertiaire, bien sûr, autour du tourisme et même un peu plus globalement. Donc, c'est intéressant parce que ce type de commune, finalement, très diversifiée, eh bien, on voit tout l'intérêt qu'elle présente. Alors là, j'ai repris des dessins de très grande qualité. Malheureusement, il faudrait que je vous les présente sur un écran de 4 ou 5 mètres de large. C'est des dessins de Bernard Fichisser, un ingénieur du génie rural qui a travaillé sur les questions de montagne. Et il nous montre, au fond, l'avant-après de certaines de ces communes, avec des atouts pour certaines d'entre elles, mais aussi des risques notamment en termes de banalisation des paysages et de risques environnementaux. Alors voilà la commune telle qu'on pourrait, commune typique, hein, avec, vous voyez le village bien regroupé, hein, la petite route d'accès, les parcelles qui sont consacrées les plus plates, enfin les plus plates ou à faible pente, à mi-pente là sur pour la fenaison, hein, avoir le plus possible d'engranger le maximum de foin pour l'hiver, la valorisation des espaces d'altitude par les alpages, là-bas on ne dit pas estives, on dit alpage, et en fond de vallée, en faisant toujours la part des risques naturels, éboulements, inondations, là aussi une mise en valeur agricole. Alors ça, c'est au fond le paysage tel qu'on le connaissait naguère. Alors, il faut être conscient aussi qu'il peut y avoir des risques. Bon, alors là, on le revoit de manière plus
en plus gros point, toujours dans le gros plan sur le dessin que je viens de vous montrer, vous le voyez, hein, des équilibres paysagers très, très réussis, le regroupement au village, des espaces boisés, mais là on est sur un versant d'Adret, donc il n'y a pas énormément de forêt. En Ubac, il y en a davantage. Adret, Ubac correspondant dans nos Pyrénées à Soulanes, Ombré. Voilà. Alors, avec un habitat d'une certaine qualité, là, c'est pas pris dans le même village, on est dans le Beaufortin, mais peu importe. Alors voilà, après, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est, vous voyez, un bâti. Ce n'est pas le cas de la commune que je viens de vous présenter, mais on pourrait le retrouver à travers des stations un peu béton, comme on en a fait malheureusement dans les années 70-80. Vous voyez, avec des immeubles, bon, le bas des pistes, souvent des aménagements qui n'ont pas toujours été très respectueux des, des espaces tels qu'ils avaient été valorisés, des petits bois qui restent en timbre-poste, vous en voyez sur la droite. Vous voyez une route d'accès qui a nécessité, bien sûr, des travaux considérables. Vous voyez que beaucoup des anciennes terrasses sont dégradées, des prés laissés, que le reboisement anarchique s'opère sous forme de taillis, de broussailles. Alors là, on est devant une forme de risque qui est patent. Si je le vois ici en gros plan, vous voyez la même chose, mais avec ce que vous pouvez imaginer hein, dans certaines stations d'altitude, hein, où le type, on a perdu le caractère un petit peu station-village pour avoir eh bien, des équipements tout pour le tout ski, entre guillemets, et ce qui n'est pas forcément une solution d'avenir le jour où il faudra opérer, eh bien, quand, par exemple, le réchauffement aura opéré, qu'est-ce qu'on va faire de bâtiments aussi vilains, hein, sinon les détruire pour essayer de renouer avec un développement économique plus équilibré. Bon, si vous tombez sur des tableaux comme ça, des dessins de Bernard Fichesser, regardez-les de près, c'est vraiment des dessins superbes. Alors, on va continuer. On est resté un peu longtemps, mais bon, vous sentez que je suis davantage intéressé par ce type de région comme celle de Savoie qu'on vient de voir. Alors, on va repartir nettement plus au nord, dans le département des Ardennes. Et c'est une région où on a des villes moyennes, ou des petites villes même qui connaissent bon, du déclin. C'est des villes qui n'arrivent pas, elles n'ont pas la dimension des métropoles, elles ont perdu une partie de leur tissu industriel. Et autour, dans une dimension assez large, il y a des communes qui sont en périphérie et qui jouent leur propre carte. Alors ici, c'est une politique à proximité de cette ville qui n'est plus attractive. Eh bien, c'est des communes rurales en périphérie qui ont joué sur l'accueil résidentiel. On dit, si vous ne souhaitez pas rester dans cette, dans cette ville qui n'a plus beaucoup d'attrait, dont beaucoup de commerces commencent à fermer, etc., pourquoi ne pas vous installer chez nous? Alors, ça va donner lieu au phénomène qu'on va voir dans un moment, qu'on appelle le lotissement, bien sûr. C'est un type de commune rurale aussi qui a cherché à attirer quelques PME avec un petit succès malgré tout, bon, et quelques activités de service. Donc on a, c'est le paradoxe, une croissance démographique au voisinage d'une ville en déclin puisqu'elle a perdu pas loin du quart de sa population. Vous allez dire, oui, c'est loin de chez nous, on est en Champagne-Ardenne. Oh, oui, oui, mais enfin, je vous rappelle au cas certains ne s'en souviendraient pas, que si beaucoup de communes rurales en plus ou moins périphérie éloignée de Tarbes ont gagné des habitants, Tarbes a perdu pas loin de 14 000 habitants en l'espace de quelques 30 ans à peu près. Hein. Donc, ce n'est pas qu'en Champagne-Ardenne où le phénomène se produit. Alors, nous allons voir quelques aspects de ça. Voilà. Alors ça, c'était le bâti
traditionnelle du village avec des parcelles, surtout des champs. On est dans des régions autour de céréales betteraves. Et vous voyez qu'en modifiant ce qu'on appelle un peu le finage, c'est-à-dire le découpage parcellaire, le village grandit à travers eh bien, un ensemble de lotissements, de l'habitat pavillonnaire qui n'est pas dans le village, qui est à l'extérieur du village. Vous voyez que là, vous pouvez le voir avec les toitures traditionnelles en premier plan. Non, la photo n'est pas de très très bonne qualité. Et puis à l'extérieur, eh bien, de ces pavillons avec de la tuile mécanique. Bon, on voit bien que les deux bâtis sont fort différents. Et vous notez au passage que entre le vieux village et les zones nouvelles d'habitat, eh bien, il y a une sorte de barrière qui est cet espace encore boisé. Alors, quand vous voyez ça, déjà, vous vous posez la question, mais comment s'intègrent les nouveaux habitants dans ce type de commune, hein, ce qui est une vraie question quand on regardera effectivement ces aspects-là qui habitent en milieu rural aujourd'hui. Donc, voilà un exemple autour du lotissement. Et vous avez eu dans ces périodes de confinement, il y a eu pas mal de reportages. Moi qui ne suis pas un fan de télévision, j'en ai vu quelques-uns de très bons à la télévision sur la chaîne parlementaire, Public Sénat, La 5 ou Arte, je ne sais plus, sur notamment un qui traitait du mythe pavillonnaire et puis la manière dont on déchante, hein, puisque on multiplie les trajets et sans que forcément on s'intègre très bien dans ce type d'espace. Lotissement après désenchantement. Donc vous voyez, volontairement, je ne mets pas de nom. Hein, on est dans cette partie-là, ici, tout à fait au nord, là, en Champagne-Ardenne. Vous remarquez dans cette carte du Commissariat général à l'égalité des territoires que ce phénomène de croissance des communes rurales périphériques des villes qui sont fragiles n'est pas propre à cette partie du nord de la France. Hein. Je viens de citer Tarbes. Regardez dans le classement et les scores de fragilité, notre chère ville, heureusement animée par l'UTL, bien sûr, mais elle est avec toute une batterie d'items, classée, vous voyez, avec un score de fragilité qui est très élevé. Alors, reste à ce que à la fois les initiatives entrepreneuriales ou des collectivités viennent contredire ce classement, mais la carte et la position que vous voyez de Tarbes n'a pas de quoi nous réjouir à l'accès. Hein. On est, à la différence d'autres communes du sud-ouest, regardez pour Dax, regardez pour le BAB, Bayonne Anglais de Biarritz, on est avec des scores de fragilité qui sont très faibles. Bon, voilà notre réalité, dite au passage. Voilà donc notre dernier portrait où on va aller vers un autre type de commune rurale. Alors le Choletais, vous voyez cette région de l'ouest au sud-est de Nantes, au sud-ouest d'Angers, alors qui est une région qui, en termes de région rurale, est évidemment tout à fait passionnante, outre la ville de Cholet, qui est une ville moyenne qui elle-même est assez dynamique. Alors là, c'est un autre type de campagne, fort différent des 5 portraits qu'on a déjà vus, fort différent. Alors qu'est-ce qui caractérise cette petite région et les communes de ces campagnes du Choletais? C'est leur dynamisme, c'est évident. Une dynamique qui est forte, très forte même. Alors ça se traduit par un certain nombre de caractéristiques. On a bien sûr une population jeune, hein, une population jeune et une population qui est en croissance. Avec, on a pratiquement les moins de 40 ans qui représentent
plus de la moitié de la population. Donc, je recherche le chiffre, je ne le vois pas sous les yeux, mais de mémoire, c'est ça. Hein. Alors, une campagne où il y a de l'agriculture, certes, mais avec des emplois industriels. Vous savez que c'est ce qui frappe dans ces régions de l'Ouest, c'est le tissu très important, le maillage de PME qui sont orientées à la fois sur des activités, on va dire, industrielles assez classiques, mais de plus en plus vers des activités à technologie forte. Et ça, cette caractéristique-là nous montre qu'il s'agit indiscutablement de régions qui vont connaître un avenir qui n'est pas remis en cause. Il y a également, bien sûr, comme la population croît, une population, effectivement, une activité, une population active dans les services. En agriculture aussi, une agriculture très entreprenante, bon, on n'est pas surpris. Et donc, ce sont des régions qui cochent toutes les cases positives en quelque sorte. Hein. On a une économie diversifiée, on a des équipements, on a des services, et on a une commune au centre de tout ça, Cholet, qui entraîne tout le milieu environnant. C'est pas que elle qui draine, comme on pourrait l'avoir à Toulouse, par exemple, qui draine toutes les activités, et puis une région autour qui a beaucoup plus de mal. Là, on a un type de maillage dense, mais bien réparti dans l'espace. Alors, ça donne quoi dans le paysage? Ben voilà une photo typique. Vous avez les balles de foin qui montrent d'ailleurs qu'il y a de l'activité d'élevage, et puis vous avez un établissement d'une entreprise. Ben, où est-on sinon dans la modernité entrepreneuriale, hein, très typique. Bon, on le voit à travers la carte qui suit. Vous voyez, bon, ben, c'est ce qu'on appelle le miracle du Choletais, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de commune ou de canton qui soit hors d'une activité de type PME, PMI. Hein. Donc, voilà un type de développement économique assez équilibré qui pourrait, pour ceux qui ont circulé, faire penser à certains coins du sud de l'Allemagne, par exemple, certains qui pourraient nous faire penser aussi à certains coins d'Italie du Nord. Bon, alors plus globalement, c'est pas que le Choletais. Le Choletais, il s'inscrit dans un ensemble, bon, effectivement, qui est assez bien réparti. Dans notre sud-ouest, vous avez deux pôles majeurs que sont Toulouse et Bordeaux. Là, dans l'ouest, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous avez tout le tissu de la vallée de la Loire, le tissu ligurien, qui va depuis Tours, Angers, Nantes, etc. Vous avez un petit peu plus au nord Le Mans, etc. Et vous voyez, au fond, on a une région dont l'équilibre de développement est plus marqué. Donc, bon, si on avait un jour faire ça avec des étudiants, faire un petit voyage d'études par là, il y a donc des choses assez intéressantes à noter. Je termine, midi 22, 23, non, je ne peux pas parce qu'on va dépasser le temps de Zoom. J'y reviendrai plus tard sur la question d'un mot qui est très utilisé aujourd'hui, qui est le mot territoire, et parfois à tort et à travers, mais on y reviendra quand on regardera qui habite en espace rural. Pour l'instant, donc dans notre chapitre, eh bien, on s'arrête là. Vous retenez que nos campagnes, elles sont avec bien sûr des typologies techniques assez intéressantes, mais surtout ce qui est à retenir, c'est que ces campagnes sont très diverses et qu'on voit aujourd'hui à travers l'Hexagone. C'est ce que je vous ai emmené, faire un petit voyage pour voir la diversité des communes rurales. À bientôt.